Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, les titres aujourd'hui de cette nouvelle édition. Nous vous présenterons la nouvelle exposition du NMNM, promenade d'amateurs, qui se tiendra jusqu'au 5 janvier à la Villa Paloma. Nous vous parlerons ensuite d'un programme complexe, le projet ITER, un programme de recherche internationale sur la fusion nucléaire qui donnera une conférence en principauté en décembre prochain. Nous découvrirons ensuite les prémices du nouveau spectacle des enfants de Francky, Mission Rêve, une comédie musicale pour les petits qui sera donnée au Grimaldi Forum à la fin du mois de novembre. Et puis nous terminerons ce journal en musique avec le ténor Placido Domingo qui dirigera 2 œuvres de Carlo Menotti pour ouvrir la saison de l'opéra. Présentation de Amelia Albalo et The Téléphone dans ce journal. Promenade d'amateurs, c'est le nom de la toute nouvelle exposition du nouveau Musée national de Monaco, visible à partir de mercredi. Elle rassemble des œuvres contemporaines piochées dans la réserve d'un particulier. Plus de détails avec Élodie Messager. Il souhaite rester anonyme, mais a accepté de prêter certaines pièces de sa collection personnelle au nouveau Musée national de Monaco. L'exposition Promenade d'amateurs, qui ouvre ses portes le 24 octobre, est le fruit d'une rencontre entre plusieurs regards, celui d'un collectionneur, d'un artiste, Loïc Le Gros-Mélec, et d'un curateur. Ce qui m'intéressait au départ, c'était de prouver qu'il y avait à Monaco des collectionneurs plus secrets, plus discrets que certains, et moins visibles peut-être, mais très intéressants aussi. Donc, il se trouve que j'ai rencontré ce collectionneur qui ne veut pas dire son nom et son épouse, et qu'en fait, résident monégasque, mais en partie en Suisse aussi et en France, et qui avait une collection qui m'a fascinée. Et le collectionneur a dit, moi je veux bien que vous montriez une partie de ma collection, que vous fassiez un choix, mais je veux que ça soit avec Loïc et autour de Loïc pour que on replace sa peinture dans l'histoire de l'art. Affiches publicitaires, textes poétiques, peintures, dessins et même sculptures. Cette exposition réunit des œuvres très éclectiques réalisées par une dizaine d'artistes qui ont tous travaillé avec une économie de moyens et de thèmes, qu'elles soient minimales ou conceptuelles. Loïc Le Gros-Mélec a enrichi cette collection de ses propres productions, pour certaines réalisées spécialement pour l'exposition monégasque. Il nous livre son point de vue. Tous les gens qu'on peut trouver, qu'on peut voir ici, sont des références pour moi, tant au niveau de l'histoire de l'art qu'au niveau du goût. Et donc pour moi c'est un vrai plaisir. Et une redécouverte d'ailleurs, je dirais aussi, un plaisir et une redécouverte. Les plus anciennes doivent être des œuvres de Robert Mangold, qui doivent être des années 70, je pense, Toroni ensuite. Donc ça suit quand même une histoire de l'art, qui se déroule depuis 30 ans avec sa cohérence. L'exposition Promenade d'amateurs, regard sur une collection particulière, a été inaugurée par Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Un beau voyage dans le monde de l'art contemporain à découvrir jusqu'au 5 janvier à la Villa Paloma. Nous allons à présent vous parler du programme ITER. ITER est un programme complexe de fusion qui permettra de créer dans le futur de l'énergie. Une conférence traitant ce sujet se tiendra en principauté du 2 au 4 décembre prochain. Les explications de Fabien Bonilla. ITER est un programme de recherche internationale sur la fusion. La fusion est le processus qui alimente le Soleil et les étoiles. Lorsque 2 noyaux atomiques fusionnent, ils libèrent une grande quantité d'énergie. Voici le projet ambitieux des membres de l'ITER, construire une énorme machine expérimentale, un réacteur de fusion capable de produire une énergie nouvelle, plus sûre, plus fiable et bien moins polluante que les centrales nucléaires par exemple. Pour en apporter la démonstration, les membres de l'ITER, c'est-à-dire la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis, ont décidé de construire en commun le programme ITER à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Ce programme coûterait 13 milliards d'euros sur 10 ans. Ces pays qui participent à ITER voient la fusion comme une source d'énergie potentielle et très intéressante pour l'avenir de la Terre, car c'est une source d'énergie propre, avec un combustible quasi inépuisable, c'est l'hydrogène.
elle ne produira pas de gaz à effet de serre, très peu de déchets radioactifs et pas de déchets de longue durée de vie, et pas de risque d'explosion, de perte de contrôle. Donc beaucoup d'avantages. ITER, qui veut dire le chemin en latin, est l'aboutissement d'un demi-siècle de recherche dans le domaine de la physique des plasmas. Construire une machine capable de produire de l'énergie grâce à la fusion est un processus très long. La complexité, c'est d'abord la taille du réacteur. Donc c'est un réacteur qui aura la taille d'un bâtiment de 10 étages. Ce sera le plus grand réacteur de fusion du monde. Et on va pousser donc la technologie au bout de ses limites. Et deuxième raison aussi de la complexité et des lenteurs, c'est que les 7 membres d'ITER ont décidé de construire la machine ensemble. Donc ils se sont partagés les pièces à construire. Et ça prend du temps. Il faut avoir des conditions de qualité et des normes techniques très précises. Donc tout ça ralentit et complexifie les choses. La fin de la construction de ce gigantesque réacteur de fusion est prévue pour 2020 et les premiers tests s'effectueront vers 2027, des tests qui pourraient permettre par la suite de concevoir des machines de fusion industrielles pour de la production d'énergie, d'électricité au niveau mondial. La principauté est partenaire du programme ITER à hauteur de 5,5 millions d'euros sur 10 ans. Ce budget permet de financer des bourses pour de jeunes scientifiques qui travaillent sur ce projet, mais également l'organisation régulière d'une conférence internationale à Monaco sur les thèmes relatifs à l'ITER. La prochaine conférence se tiendra du 2 au 4 décembre au Grimaldi Forum. Et à quelques jours de la conférence ITER, ce sont les enfants de Francky qui envahiront le Grimaldi Forum. L'association organise le 30 novembre et le 1er décembre son spectacle annuel. Une conférence de presse pour présenter l'événement a été donnée ce mercredi. Voyez ce reportage signé Fabien Bonilla. Mission Rêve, voici le titre du 17e Noël de Francky. Cette association, créée en 1997, s'occupe d'enfants malades et défavorisés de toute la région. Les enfants de Francky œuvrent toute l'année pour apporter un peu de chaleur et réaliser des rêves d'enfants, comme voir les reines du Père Noël, découvrir le Brésil ou encore faire du parachute. Ce spectacle musical retracera 10 de ces rêves réalisés par l'association. 150 chanteurs et danseurs, mais également des animaux, seront sur la scène du Grimaldi Forum le 30 novembre et le 1er décembre. C'est très important. Peut-être c'est le spectacle le plus important que j'ai jamais fait. C'est un rêve à moi, quand j'étais jeune, de toujours faire un musical comme j'ai voulu faire moi, sans trop parler, que de musique et de danse pour les enfants. Et donc, pour moi, les enfants, c'est quelque chose que c'est très facile parce que je sais exactement ce qu'ils désirent. L'adulte, c'est plus complexe, mais je sais qu'est-ce qu'elle aime, l'enfant. Parmi tous les danseurs et chanteurs qui participeront à cette aventure, Mario, le finaliste de la première Star Academy. Quand on m'a appelé pour participer à cet événement, j'ai répondu bien sûr avec grand plaisir. C'est très important pour moi de pouvoir apporter un peu de bonheur, un petit peu de joie à des enfants qui en ont besoin. Et je trouve ça très important quand on voit des étoiles dans leurs yeux et avec pas grand chose finalement, ils sont très heureux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient des fois que le bonheur c'est peu de choses. Donc voilà, si on peut apporter un peu de soi, je réponds avec plaisir. L'association organise 2 séances gratuitement pour les enfants qu'elle soutient dans l'après-midi du samedi 30 novembre. Et 2 séances seront ouvertes au public le samedi à 18h30 et le dimanche 1er décembre à 15h. Un autre événement à Monaco, mais cette fois pour les amateurs d'opéra. En ouverture de la saison, Jean-Louis Grinda a invité le célèbre ténor Placido Domingo pour diriger 2 œuvres de Menotti. Reportage José Sacré. Pour l'ouverture de sa nouvelle saison, Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, crée l'événement en invitant à la salle Garnier l'illustre ténor, maintenant baryton Placido Domingo, à diriger 2 opéras de Giancarlo Menotti, The Telephone et Amelia al Ballo. Ce sont 2 pièces extrêmement intéressantes parce que ça montre à quel point Menotti était un auteur formidable, un compositeur génial. C'était surtout un compositeur à cheval sur 2 mondes, un pied en Italie, un pied en Amérique, un ouvrage en anglais, un ouvrage en italien. Alors vous dites avec Placido Domingo, nous avons choisi
Comment ça s'est passé? Comment avez-vous fait pour avoir le maestro Domingo au pupitre de l'orchestre dirigeant ces deux opéras? En fait, il m'avait demandé de mettre le spectacle en scène quand nous avons créé cette production à l'Opéra de Valencia en Espagne. C'était pour le centenaire de la naissance de Menotti qu'il souhaitait fêter, célébrer. Donc Placido avait décidé de diriger ces deux ouvrages à Valencia et il m'a demandé de les mettre en scène. J'étais très flatté, bien sûr, très heureux, un peu surpris. Et quand on l'a fait à Valencia, il m'a dit « mais c'est formidable Jean-Louis qu'on le fasse à Monaco, à Salle Garnier, c'est vraiment l'endroit idéal pour jouer ça ». Et c'est vrai, donc je lui ai dit « moi je ne demande qu'à le jouer, mais encore faut-il que tu viennes le diriger, sinon ça perdra un peu de son intérêt ». Et il m'a donné donc, dans un planning hyper chargé, il nous a donné 15 jours de son temps pour présenter ces deux spectacles ici. Et je dois vous dire que j'en suis très heureux. Giancarlo Menotti, c'est un compositeur que vous avez bien connu puisqu'il a composé un opéra pour vous, Goya. Goya, oui, vraiment, Giancarlo, je le connaissais même avant qu'il ait écrit l'opéra pour moi, je le connaissais depuis 62. Et après, ils sont devenus grands amis. Je le disais que j'avais chanté l'Amelia al Ballo quand j'étais jeune. Et après, il avait une tournée où ma femme est en baryton, ils chantaient tous les deux le téléphone et après Le Secreto de Suzanne. Oui. Et après, on a chanté tous les trois Amelia al Ballo. Et je trouve que c'est un compositeur extraordinaire, surtout si on pense à les pièces plus sérieuses et plus fortes comme Les Consuls et la scène de Bleecker Street. Oui. Et les Goya, je suis très enthousiaste de l'ouvrage qu'il m'a écrit. Oui. Là, vous dirigez donc les chanteurs, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Oui. Ça s'est bien passé avec eux? C'est très bien passé. Je trouve que l'orchestre, c'est extraordinaire. C'est de grande qualité et aussi des disciplines extraordinaires. Je me trouve très bien ici avec ces 8 jours que c'est ces salles Garnier extraordinaires. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on reverra Placido Domingo, qu'on a vu notamment dans Antello lorsque votre père était directeur? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on le reverra en tant que baryton? Évidemment que je n'ai qu'un vœu, c'est qu'il revienne chanter en principauté, mais nous en parlons, c'est un peu tôt, là. Faut laisser un peu le soufflet de la première reposer. Je ne dirais pas retomber, mais reposer. Et puis ensuite on en parlera un peu mieux, mais je crois que Placido Domingo et l'Opéra de Monte-Carlo et la principauté de Monaco, devrais-je dire, ont une longue histoire d'amitié et même d'amour. Il a souvent chanté ici, il a été résident et il aime beaucoup notre pays et je crois donc qu'il y reviendra. Après ces instants de grâce, place à présent à la météo. Jeudi, le temps s'améliorera, même si les nuages seront bel et bien présents dans le ciel azuréen. La menace de pluie, elle, ne sera plus d'actualité. Les températures resteront cependant agréables. Comptez 17 pour les minimales et 21 pour les maximales. Vendredi, une légère brise de mer soufflera et le soleil fera son retour, bien que timide. Il se cachera de temps à autre derrière les nuages. La journée de samedi sera quant à elle belle et ensoleillée, accompagnée de températures supérieures au normal. Et pour finir, dimanche, le temps jouera avec nos nerfs et redeviendra triste et gris. Un ciel chargé de nuages épais, laissant peu de place aux éclaircies. Des îles et des hommes, un magazine qui nous permet de voyager et qui nous emmène cette fois à Port-Cros. C'est à suivre tout de suite après ce journal. Il est donc temps pour moi de vous dire au revoir.